Madame, monsieur, bonsoir. Vous le savez certainement, surtout si vous avez plus de 18 ans, le 26 mai prochain, nous allons voter. Et pour vous permettre de préparer au mieux ce scrutin, nous invitons les partis démocratiques pour explorer leur programme. Cette émission-ci concerne les élections régionales. On va donc aborder des matières qui concernent principalement la Wallonie, la région Wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles, que l'on connaît toujours sous le nom de Communauté française, d'ailleurs. Alors, la formule est la suivante, pas de débat entre partis politiques, mais nous allons confronter un parti à chaque fois face à la société en général. Comment ça se passe? 4 candidats sont autour de cette table, 2 viennent de l'arrondissement de Dinan-Philippeville, 2 de l'arrondissement de Namur, et face à ces candidats, nous avons invité des représentants de la société civile. On va vous les présenter dans un instant. Pour cette émission, c'est le MR qui est invité ce soir. Nous accueillons tout d'abord Sabine Laruelle. Bonsoir. Bonsoir, vous faites votre retour en politique et dans le studio d'ailleurs. À vos côtés également Françoise Mathieu, bonsoir, et François Belot et Gilles Mouillard. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bienvenue autour de cette table en tout cas. Alors plusieurs parties dans cette émission, on va vous expliquer tout cela au fur et à mesure. Et puis en fin de programme, nous allons réaliser un débriefing des échanges autour de cette table. Et ce soir, c'est Jérémy Dodain qui est avec nous, professeur à l'UNAMUR. On va donc faire le bilan de cette émission tout à l'heure. Voilà, les présentations sont faites. On passe directement à la première partie consacrée aux syndicats. Avec nous, et c'est de l'autre côté de la table, 3 représentants des syndicats traditionnels, la FGTB avec Guy Fahy, et puis la CSC avec Isabelle Merag. Bonsoir. Et la CGCLB avec Eugénie Ledoux. Bonsoir. Bienvenue à vous également. Alors, on commence directement. Les syndicats qui sont descendus régulièrement dans les rues pour se plaindre des différentes conditions, notamment des travailleurs. Alors, question du côté des syndicats, quels sont vos principaux constats sur la législature qui vient de se terminer? Et donc, quelles sont aussi vos revendications par rapport à ça? Alors, Madame Merag, par exemple? Oui, certainement. Je dirais que le bilan de la législature au niveau wallon est particulièrement difficile à avaler pour la population, d'une façon générale. Forcément, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais cibler l'une ou l'autre chose. Et j'ai envie de cibler la politique du MR, forcément, et en l'occurrence celle de Pierre-Yves Geolet, qui a vraiment lutté avec acharnement contre toute une série d'emplois. Et je pense précisément aux non-marchands, avec la réforme des aides à la promotion de l'emploi, les fameuses APE, qui n'a pas eu lieu finalement. Mais peu importe, l'idée, elle est là, c'est de faire en sorte de diminuer ces aides à la promotion de l'emploi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des services collectifs qui sont atteints. Ça veut dire les crèches, les maisons de repos. Et ça, on le sait, ce sont des services dont les gens ont tout à fait besoin. Et encore plus à l'avenir qu'aujourd'hui, je dirais, avec le vieillissement de la population. Alors, votre question Alors, par la rapport à question, exactement, j'y viens. Qu'est-ce que le MR va faire s'il est de nouveau au pouvoir à la région Wallonne par rapport à ce type d'emploi? Est-ce que vous allez assurer le financement structurel de ce qui existe aujourd'hui, voire même de faire en sorte que le financement soit plus important encore à l'avenir? Très bien. Qui répond? Madame Laruelle? Moi, je veux bien répondre, et j'ai déjà une bonne nouvelle pour vous, madame. C'est que ce que vous demandez est fait, évidemment. Vu que le budget APE était à 960 millions d'euros, grâce à l'action de Pierre-Yves Geolet, on est passé à 1,60 milliard d'euros. Par contre, où là on n'aura peut-être pas d'accord, c'est que ce que le MR souhaite, c'est avoir une objectivation dans l'octroi de ces aides. Pourquoi? On a fait paraître un cadastre. Donc déjà, c'est la première fois qu'un cadastre est disponible en toute transparence. Et donc, la transparence fait vraiment partie de notre ADN. Et qu'est-ce qu'on se rend compte, par exemple? Que des emplois dont vous parlez, comme dans les crèches, l'accueil de la petite enfance, des emplois que nous souhaitons évidemment renforcer, mais où nous souhaitons aussi qu'il y ait une vraie politique de se dire, ben tiens, dans telle zone géographique, il n'y a peut-être pas assez d'aide à l'emploi dans l'accueil de la petite enfance. Si vous les développez, c'est parfait. Mieux que le ministre qui a la compétence fonctionnelle peut faire ça. Alors, Madame Ça, c'est la première chose. Objectivation, c'est quoi? Pour que les téléspectateurs comprennent. Une objectivation, c'est quoi? L'objectivation, c'est de se dire, il y a combien d'enfants de moins de 5 ans, vu que maintenant l'obligation scolaire va être passée à 5 ans,
Combien y a-t-il de maisons d'accueil? Combien y a-t-il d'accueillantes? Comment est-ce que je peux répartir ces aides à l'emploi de façon objective et répondant vraiment à besoin? Parce que vous savez, dans le cadastre, on voit des choses étonnantes. Je vous donne 2 exemples. Quasi toutes les aides à l'emploi pour les crèches sont à durée déterminée. Ça veut donc dire que ces personnes sont dans l'insécurité parce qu'elles ne savent jamais si elles vont être reconduites ou pas. Par contre, grâce à l'action des précédents gouvernements, la majorité des aides à l'emploi dans le sport sont à durée indéterminée. Et ça, c'est facile, tout le monde peut aller voir sur le site et voir ça. Pourquoi? Ben voilà, parce qu'on n'a pas objectivé. Et donc peut-être qu'avec le MR, on aura eu une majorité des aides à l'emploi pour l'accueil de la petite enfance, pour les premiers besoins de l'ensemble de la population, à durée indéterminée. Je vous donne un 2e exemple. Prenez la province de Namur, notamment le nord de la province. Comme je me présente sur le nord de la province, je vais me focaliser sur un 2e exemple dans le nord de la province. Les aides en matière sportive. Vous avez 7 clubs sur Namurville qui ont des aides APE. Très bien, bravo, elles seront sûrement maintenues. Par contre, vous avez Jean Blou. Et c'est pas politique, c'est pas le MR qui est en majorité à Jean Blou. Région que vous connaissez bien aussi, je pense. Que je connais bien aussi, où il y a quand même une faculté qui est sûrement moins d'étudiants qu'à l'UNAMUR, mais enfin Jean Blou quand même, hein, il y a quand même une faculté qui accueille 1 millier d'étudiants. Eh bien là, madame, aucun point APE pour les infrastructures sportives et pour les clubs sportifs à Jean Blou. Et donc nous, ce que nous voulons, madame, c'est plus de moyens, mais surtout mieux utiliser, avec objectivité, et assurer surtout une transparence sur la façon dont on utilise ces moyens publics. Parce que vous savez, quand on dit moyens publics, c'est votre argent, c'est notre argent, c'est l'argent des personnes qui travaillent, qui sont dans la rue, des demandeurs d'emploi, et donc c'est le nôtre collectivement. Et donc, il faut évidemment qu'en Région wallonne, enfin, on ait une utilisation beaucoup plus efficiente de chaque denier public. Et c'est ça, la réforme APE, que nous avons portée et que nous voulons porter à l'avenir. Et donc, les milliers de personnes dans les rues qui ont manifesté contre cette réforme, contre ce projet de réforme, se sont trompés, n'ont rien compris. C'était grâce à votre désinformation. On leur dira. Tout à fait. Alors, on peut prendre un exemple dans les Brouillard 6, par exemple. La veille d'une manifestation, sur le site de l'interfédération de l'ensemble des CISP, l'information qui était datait de novembre et il était mis en dessous, mis à jour en mars 2019. Et nous l'avons dénoncé, ça. Vous savez ce qu'on nous a répondu? Ah oui, mais bon. Bah oui, mais bon, il fallait bien mobiliser pour la manifestation qui avait lieu 3 jours après. Donc on n'allait quand même pas donner la bonne information à nos membres. Alors, du côté de la table, du côté CGCLB et FGTB? Donc, quand on parle d'emploi, on entend régulièrement le constat que vous faites de dire il y a eu, durant les dernières années, beaucoup de création d'emplois. Alors nous, le reproche qu'on a envie de vous faire, c'est qu'on voit tous les jours des gens qui viennent faire leur dossier d'allocation de chômage, leur demande, et qui nous disent oui, il nous arrive de trouver de l'emploi, mais c'est toujours des emplois précaires. Alors avec le flexi-job, c'est parfois encore pire. Et donc j'aurais voulu savoir ce que vous voudriez répondre à ces gens-là qui ne trouvent pas de CDI, qui ne savent pas acheter de maison et qui ne savent pas faire de projet à long terme. Monsieur Belot, Monsieur Brouillard peut-être? Le problème, c'est qu'il y a aujourd'hui une non-concordance entre les gens qui cherchent de l'emploi et les emplois disponibles sur le marché du travail. En Belgique, sous cette législature, 110 000 demandeurs d'emploi en moins, demandeurs d'emploi, c'est-à-dire les chômeurs complets indemnisés, plus les gens qui bénéficient du revenu d'intégration. 110 000 demandeurs d'emploi en moins par rapport à 2014. Quelles que soient les raisons, 110 000 emplois. Il y a 230 000 emplois qui ont été créés, quelles que soient les raisons pour lesquelles, parce qu'il y a des gens qui contestent, peu importe. Peu importe. L'économie, les entreprises ont créé 230 000 emplois, dont 110 000 demandeurs d'emploi en moins. Mais où il y a le paradoxe aujourd'hui, c'est qu'il y a 30 000 emplois vacants. Et je sais, je peux vous en parler. Rien qu'à la SNCB, nous avons actuellement 600 emplois disponibles, ne trouvant pas preneurs. Parce qu'il n'y a pas d'adéquation entre les emplois proposés et les personnes qui sont sans emploi. Et où est-il le problème? Il est dans la formation, dans l'enseignement. Le meilleur
tremplin vers l'emploi, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement secondaire, c'est l'enseignement qualifiant, etc. Et donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est investir dans la formation des personnes. C'est quand même paradoxal de constater que partout en Wallonie, que ça soit dans une zone rurale, dans les zones urbaines, il y a plein d'emplois disponibles. Et à côté de ça, vous avez les situations que vous expliquez là. Et donc, deux choses. Un, la formation scolaire et puis la formation en alternance. Donner la possibilité à des personnes telles que celles qui viennent vous trouver de passer des contrats avec des entreprises prêtes à investir dans la formation des personnes pour aller vers ça. Vous savez que le taux d'emploi chez nous en Wallonie, il est de 63,2. L'objectif, c'est 73,2. La Flandre y est. Vous savez que la Flandre, elle est demanderesse, par exemple, d'employés wallons qui franchissent la frontière linguistique, comme des Flamands l'ont fait avant la Seconde Guerre mondiale, venir travailler chez nous. Eh bien, à Courtrai, c'est plus facile aujourd'hui d'engager quelqu'un qui vient de France que de Wallonie. Et donc, il y a des efforts à faire, tant du côté des personnes qui cherchent l'emploi, des organismes formateurs, le Forem, de concentrer leurs moyens de formation vers les emplois en pénurie, et puis des employeurs pour leur faciliter la vie, pour recruter des personnes qui aujourd'hui... La formule du PFI, alors, vous le savez vous-même. C'est quoi pour les téléspectateurs? C'est les plans de formation en entreprise. 92% des gens qui s'inscrivent dans le PFI ont un emploi dans l'entreprise à l'issue de leur formation, de leur stage. Mais c'est vers ça qu'il faut aller. Et quand vous dites les emplois, mais les emplois dont je vous parle, ce n'est pas des CDD, ce n'est pas des trucs précaires, ce n'est pas des emplois intérimaires, ce sont des contrats, des CDI qui permettent aux gens de se lancer. Et dernière réflexion, moi qui ai eu des responsabilités communales, dans une commune qui a un taux de chômage de l'ordre de 10%, eh bien, même l'administration communale a des difficultés de trouver des emplois vers des gens qui ont un D4, c'est-à-dire tout de même un boulot d'ouvrier au sein de la commune, qui vont travailler, qui vont y faire une carrière. Alors, il faut m'expliquer que se passe-t-il? Eh bien, ce qui se passe, c'est une inadéquation entre le profil des emplois demandés et il ne faut pas, pour entrer dans une administration communale, c'est des emplois polyvalents et les personnes qui sont en demande d'emploi. Alors, attention, le temps file, hein, on a 20 minutes ensemble face au syndicat, on a déjà la moitié du temps. Monsieur Fahy, une réflexion et puis Monsieur Mouillard. Oui, de toute façon, sur les chiffres, on ne s'entendra pas, puisque ce matin, dans le journal, paraissait une étude de l'IRES qui démontait un petit peu les 230 000 emplois dont vous parlez, Monsieur Belot. Non, ne démontez pas les 230 000 emplois. Il dit que la création nette d'emplois est beaucoup moins importante que ce que vous annoncez. Si, 30 000 emplois créés. L'interprétation que vous avez donnée. La réalité, c'est qu'il y a 230 000 emplois qui ont été créés. Ce que l'IRES dit, c'est que les mesures du gouvernement ne sont pas nécessairement celles qui ont permis la création des 230 000. Peu importe. La création des 230 000, ce qui compte, c'est les 230 000 emplois qui ont été créés et qui, ça, tout le monde les reconnaît qu'ils ont été créés. On a bien compris. Monsieur Fahy et puis Monsieur Mouillard. Surtout, je voulais vous interpeller sur la question de la formation alternance parce que c'est un domaine que je suis un petit peu étant membre de la Chambre emploi-formation de la région Namur-Dinant. Et donc, une difficulté que l'on constate avec le banc patronal d'ailleurs et avec surtout les opérateurs de formation, mais aussi de l'enseignement, c'est que malheureusement, il y a beaucoup plus de demandes de jeunes que de places disponibles dans les entreprises. Et donc, comment résoudre cette inadéquation aussi entre les gens qui sont demandeurs et puis l'alternance, c'est quand même aussi... La réponse de M. Mouillard. Donc, concernant la formation d'alternance, accueillir des stagiaires en entreprise pendant plusieurs années. On ne sait pas parler de ça sans parler de l'enseignement qualifiant. Et donc, moi, depuis que je fais de la politique, j'entends parler de l'amélioration de l'enseignement qualifiant. Et le MR n'est pas suspect en la matière, puisque depuis 2004, comme vous le savez, nous ne sommes plus aux affaires en communauté française, en fédération Wallonie-Bruxelles. Je ne vois pas, moi, d'amélioration au niveau de l'enseignement qualifiant. Je vois un tout petit peu de moyens supplémentaires en plus, mais de manière structurelle, il n'y a pas d'amélioration. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, on vient de voter à la fédération, au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'allongement du tronc commun.
Alors maintenant, il passe à 15 ans. Ça veut dire, pour que les téléspectateurs nous comprennent bien, c'est qu'un élève, pour peu qu'il ait un petit peu de retard, et ça peut arriver, c'est vers 15, 16, voire peut-être même 17 ans, on va lui poser la question s'il veut s'orienter vers une filière qualifiante. Mais pour la plupart, c'est déjà beaucoup trop tard. Il y a déjà à ce moment-là du décrochage scolaire. On a perdu énormément de temps. Donc ça, c'est pour le qualifiant. Quel âge alors, selon vous ? Pour l'enseignement en alternance. Écoutez, moi, je côtoie beaucoup d'employeurs. Je visite beaucoup d'entreprises. Ils ont effectivement de grandes difficultés pour trouver des personnes qualifiés. Ils n'en sont même plus là. Maintenant, ils veulent même bien les former eux-mêmes, tellement ils ont difficile à en trouver. Et je remarque que ces gens-là sont très ouverts, justement, pour proposer des places en apprentissage, pour des formations en alternance. Moi, les personnes que je côtoie, le patronat que je côtoie, n'a aucune difficulté pour, justement, former les jeunes qui apprennent. Nous ne côtoyons pas le même patronat, puisque nous faisons ce constat en chambre emploi formation qu'il manque des places pour les stagiaires. C'est un vrai défi. En tout cas, nous, ce que nous constatons lors de ce débat, c'est évidemment qu'il manque un interlocuteur. Et donc, nous ne comprenons pas pourquoi Canal C, quand il fait un débat sur l'emploi intéressant, nous avons devant nous une des branches des partenaires sociaux, c'est-à-dire les syndicats, qui ont évidemment, avec qui c'est toujours très, très agréable et très vif de discuter, et c'est ça le débat démocratique, et nous en sommes contents. Mais il manque évidemment les représentants du patronat. Oui, mais nous faisons la même configuration avec tous les partis, madame. Mais que ce soit avec tous les partis, ça n'enlève pas, fait que nous avons donc un débat qui est un petit peu tronqué, parce que sur le débat en alternance, je trouve, et nous trouvons, Emma, que ça aurait été intéressant aussi, de confronter le patronat avec vos chiffres et d'avoir l'ensemble, et le patronat, et les syndicats, et le politique, pour voir comment, ensemble, on peut améliorer les choses. Parce que de fait, nous, quand on rencontre du patronat, ils nous disent moi, je veux bien des jeunes. Et je vous crois quand vous dites que vous avez des jeunes qui souhaiteraient trouver des places et qui n'en ont pas. Moi, ça m'aurait intéressé, ça nous aurait intéressé en tout cas, de pouvoir en discuter. On peut le regretter, mais nous, on ne peut pas changer une configuration pour chaque parti en fonction. Nous, la configuration. C'est pour tout le monde. Mais vous comprenez aussi notre point de vue sur la question. J'enchaîne sur l'enseignement. Effectivement, on parle du pacte d'excellence, le tronc commun, on en a parlé. Sur le plan de l'enseignement, et aussi le manque criant aussi d'enseignants, on en a parlé aussi lors d'un autre débat, le manque criant d'enseignants, avec un risque de pénurie dans les prochaines années. Est-ce que vous faites le même constat du côté syndicat et est-ce que vous avez des propositions du côté politique ? Pénurie des enseignants, c'est évident. On ne peut faire que malheureusement ce constat-là. Mais pénurie, ça veut dire que peut-être qu'il n'y a pas assez de motivation pour accéder à cette profession. Et les enseignants aujourd'hui sur le terrain sont, heureusement, pas tous, mais certains en tout cas, sont démotivés par rapport à leurs conditions de travail aussi. Alors, comment remotiver aussi les enseignants ? Oui. Et la deuxième chose, c'est l'importance d'une véritable gratuité pour l'enseignement obligatoire. C'est deux choses différentes, mais il n'empêche que c'est une question aussi extrêmement importante. Réponse du côté des maires, M. Belot ? Je pense que les enseignants, il faut savoir qu'il y a un jeune enseignant sur 4 qui abandonne avant la première année. Je pense qu'il y a un problème dans la formation. Les stages qui sont réalisés au cours de la formation qui a été allongée, la formation des enseignants a été allongée d'1 an, on devrait intensifier plus les stages, de sorte à mettre les enseignants en formation dans les situations réelles pour qu'ils se rendent compte de ce que c'est le métier. La deuxième chose, c'est d'assurer un tutorat. C'est-à-dire que quand un jeune enseignant aujourd'hui arrive dans une école, on lui dit « voilà le local, voilà ta classe, voilà la matière enseignée, point, tire ton plan ». Je pense qu'on doit pouvoir accompagner les enseignants, les jeunes enseignants dans le début de leur carrière par un tutorat, c'est-à-dire des enseignants plus aguerris de l'école qui viennent les conseiller, les aider. Troisième élément, je pense que les outils existent pour la remédiation par rapport aux élèves qui ont des difficultés. Moi, je me rappelle, quand j'étais au Parlement de la Communauté française, avoir découvert la formule utilisée au Québec, qui est confrontée au climat, etc.,
où plutôt que d'avoir des équipes dans chaque école pour la remédiation, utilisent un système à la fois téléphonique, digital, etc. Et du jour au lendemain, où ils ont fait des équipes assez importantes pour aider les élèves par les nouveaux outils auxquels ils sont habitués, eh bien, le taux d'échec, rien que cet outil-là, le taux d'échec a diminué de 50%. Mais c'est aussi une forme d'aide et d'assistance aux enseignants et aux enseignantes qui sont aussi un peu régulièrement confrontés aux problèmes de société, des jeunes qui sont beaucoup mieux formés, mieux informés par les outils, etc. Donc, le métier d'enseignant est un métier qui est très exigeant face à une jeunesse qui a très soif d'apprendre, mais qui a aussi d'autres canaux d'apprentissage. Et donc, je pense qu'il est là, la solution, elle est là, c'est l'accompagnement des enseignants, c'est une formation initiale pour mieux les préparer dans des stages, c'est le tutorat et c'est des outils d'accompagnement. Il nous reste moins de 2 minutes. Madame Ledoux et puis après Monsieur Mouillard. Oui. Pour continuer sur les enseignants, vous dites que la charge de travail est difficile et voilà, il faut mieux les former. Il y a aussi toute l'instabilité du métier. Donc dans les premières années, il faut attendre très longtemps avant d'être nommé, d'avoir une place peut-être près de chez soi. On voit parfois des enseignants qui travaillent X heures dans une école, X heures dans une autre située à 20 km en début de carrière. Et donc c'est vraiment difficile d'assumer ce métier-là. Alors que faire contre ça et pour ça, Monsieur Mouillard? Oui, mais il y a aussi un décret qui est venu terriblement compliquer les choses, c'est le décret de titre et fonction. Parce que là, à un moment donné où on a voulu, la majorité CDH, PS de l'époque, et c'était écolo puisque c'était le gouvernement précédent, a voulu sortir un décret pour qu'on ait les bons professeurs aux bons endroits en face des élèves. Mais ce décret titre et fonction a compliqué les choses d'une manière quasi inextricable. Et donc maintenant, c'est comme ça que des professeurs ont 2 heures d'un côté, 3 heures dans une autre école, doivent faire 10 km pour encore faire 2 heures. Ce décret ne fonctionne absolument pas. Et donc, s'il y a bien un chantier sur lequel il faut se pencher dès l'entame de la prochaine législature, c'est la réforme de ce décret titre et fonction, parce que ça ne fonctionne absolument pas. D'accord, très bien. Dernier mot, 30 secondes. Moi, je voudrais dire, ce qui est étonnant dans l'étude PISA, c'est qu'il y a un lien direct entre le classement des élèves dans les études PISA et le taux d'emploi dans tous les pays. Dans tous les pays. Quand vous voyez des pays de l'Est qui sont entrés récemment, enfin, il y a quand même une dizaine d'années, dans l'Union européenne, ils ont des taux de classement dans PISA élevés et ils ont d'office un taux d'emploi élevé. Il y a un lien direct. L'explication, il faut peut-être l'analyser, mais il y a un lien direct. Et le meilleur tremplin pour le boulot, ça reste une formation initiale de qualité. Et les emplois en alternance, ça vient après l'enseignement. Mais je pense que c'est là, il faut investir sur l'enseignement fondamental. Paradoxalement, je termine en vitesse là-dessus. Nous avons les rankings internationaux le montrent. Nous avons un des enseignements le mieux financé d'Europe, mais qui donne le moins d'effets et qui est toujours très mal classé. Très bien. Donc je pense qu'il y a des questions à se poser. Voilà les constats. Il y a beaucoup de travail effectivement pour les prochaines années. Merci pour cette première partie. On va remercier donc les syndicats, les représentants syndicaux qui vont laisser place à d'autres invités, puisque maintenant on entame une deuxième partie de débat, le débat face à la société civile. C'est parti. Merci. Merci. Alors, changement d'invité, changement de configuration dans cette émission. On passe donc à la partie face à la société civile. Et pour débuter, on prend une question d'un citoyen. Nous sommes allés faire traîner notre micro dans les rues d'Andenne, ici, si je ne me trompe pas, pour tendre le micro à un citoyen. On va vous laisser écouter, évidemment, cette question. Et vous aurez 1 minute ensuite pour y répondre. On écoute la question de ce citoyen qui concerne les salaires des ministres et députés. Comment serait-il possible que les personnes qui, soi-disant, prennent les décisions aient un salaire honnête par rapport aux gens qui travaillent réellement, qui ont à peine 1/10 de ce qu'eux ont? Et ce sont les mêmes personnes qui sont censées régir le prix des produits. Il y a un petit souci là. Voilà, il y a 2 parties, je dirais, la partie salaire et la partie décision par rapport aux gens qui vivent au quotidien. Alors, comment répondez-vous en 1 minute Oui, mais peut-être d'abord dire que le rapport de 1 sur 10, il n'est évidemment pas là. Que si je regarde même le salaire médian, c'est-à-dire la moitié de la population gagne moins, la moitié gagne plus. Ce n'est pas le moyen, c'est le médian. On est autour des 2300, 2400 euros
en Belgique brut. Un député ne gagne pas 10 fois ça. Un Premier ministre ne gagne pas 10 fois ça. Et donc ça, c'est la première chose. 2, je crois que il faut prendre des mesures de gouvernance et on en a pris. Il faudra peut-être aller encore plus loin sur un certain nombre de choses. Mais à chaque fois, revenir sur le salaire. On a pris des mesures de non-cumul, ce qui était tout à fait pertinent. On a, au niveau du gouvernement wallon, pris aussi des décisions en matière de nombre d'administrateurs, etc. Et donc je crois que si on veut un Parlement avec de l'application, et il faut arrêter de croire aussi, moi j'ai arrêté la politique pendant 5 ans, il faut arrêter de croire qu'en politique on ne travaille pas. Qu'aujourd'hui être ministre, c'est du travail, c'est de l'implication, c'est beaucoup d'heures. Qu'être député, si on veut bien faire son travail, c'est aussi beaucoup d'heures. Et je tiens à dire que la toute grande majorité du personnel politique, tout parti confondu, ce sont des hommes et des femmes qui s'engagent, qui ont des convictions et qui travaillent pour le bien de la société. Il y a quelques moutons noirs et c'est sur ceux-là qu'on doit surtout contrôler mieux. Et être homme politique, c'est aussi la frustration. Monsieur Belot, vous voulez parler un petit peu, mais pardon, il y aura l'occasion d'en parler. Pour votre parfaite information, mardi dernier et pas plus tard, au Parlement wallon, nous avons terminé nos travaux à 3h30 du matin. Et c'est quelque chose qui arrive relativement régulièrement. Bien, voilà qui est précisé pour notamment ce téléspectateur. Je pense qu'on doit être sensible aussi à la remarque que la personne disait il faut être à l'écoute des bas et des moyens salaires. Je rappelle tout de même que pour les personnes, par exemple, j'ai un chiffre en tête qui gagne 2000 euros brut qui gagnait 2000 euros brut par mois en 2014. Aujourd'hui, ils ont 168 euros net en plus par mois. Et si je déduis, parce qu'on me dit souvent l'électricité, etc., si on déduit tous les effets liés à la TVA sur l'électricité, les accises et tout, ils ont 112 euros par mois. Alors. Et souvent, je vois des noms. Moi, j'invite souvent des gens, des salariés, d'aller chercher leur fiche de paye de janvier 2014 et de la comparer aujourd'hui. Et tous ceux qui sont un peu avec une correction, qui sont dans le même boulot, dans le même job, le comparent et ils disent effectivement on a plus. Bien, vous entamez déjà la partie suivante, c'est pour ça qu'on a déjà entamé le chrono d'ailleurs, où on va parler justement des salaires, de la pauvreté, de l'emploi et du logement notamment. On accueille Christine Pierson qui représente le MOC, le Mouvement ouvrier chrétien. On salue également Christine Mailly qui est la figure de proue du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Et puis nous avons avec nous 2 jeunes, Augustin et Amandine, avec qui on va parler du climat tout à l'heure. Alors, la question justement s'adresse, première question à Christine Mailly. Vous qui êtes aussi sur le terrain, je veux dire, tous les jours, quel est le constat que vous faites en matière de paupérisation de la population? On dit de plus en plus, les gens terminent leur fin de mois avec grande difficulté. Est-ce que c'est le constat que vous dressez? Et quelle est la question que vous avez envie de poser aux interlocuteurs en face de vous? Alors le constat, il est évident, il n'y a pas que moi qui le dresse d'ailleurs. Le ministre-président de la région wallonne, Willy Borsu, dit dans tous ses discours aujourd'hui qu'un drame de la Wallonie, c'est 25 à 26% de la population qui vit en difficulté. Et donc, dans ces 25 à 26%, il y a depuis l'extrême pauvreté jusqu'à des gens qui n'arrivent plus à relier le dernier jour du mois au premier du mois suivant, malgré un travail en temps partiel, parce qu'ils sont en famille, en situation de monoparentalité, parce que le logement coûte cher, etc. Et donc, c'est une réalité, on est obligé d'en tenir compte. Donc je pense que quand le monsieur aussi témoigne de revenus, c'est des questions en fait qui taraudent les gens, qu'ils travaillent ou qu'ils ne travaillent pas, qu'ils soient pensionnés, qu'ils soient en maladie, invalidité, etc. Il y en a dans toutes les catégories. Et donc au niveau du réseau wallon, puisque moi c'est à partir de là que je parle, et donc à partir des personnes concernées, c'est avec elles qu'on travaille tous les jours, on a un trio de demandes à adresser aux partis politiques, un trio de recommandations qui serait d'agir à 3 niveaux en même temps pendant la prochaine législature. Premier niveau, c'est d'agir au plan fédéral. Et on voudrait qu'au plan fédéral, les partis se saisissent de l'idée de augmenter tous les revenus au seuil de pauvreté lorsqu'ils ne le sont pas. Que ce soit la pension, le revenu d'intégration sociale au CPS, le chômage, le travail à temps partiel régulièrement, la maladie, invalidité, etc. On a un très grand pourcentage, 17 à 18% de la population en Belgique qui n'atteint pas le seuil de pauvreté. Or, le seuil de pauvreté, c'est un calcul européen que vous demandez qu'il soit fait pour pouvoir vous baser dessus pour lutter contre la pauvreté. Deuxième élément en termes de revenus, c'est l'individualisation des droits, évidemment. Donc, autrement dit, faire sauter le statut cohabitant, ce fameux statut qui appauvrit
exclut les personnes qui ont une allocation de remplacement, qui empêche la solidarité intrafamiliale, la solidarité intra-amicale au niveau du logement, qui fige du logement vide, etc. Voilà, ça c'est au niveau des revenus. En région wallonne, un grand plan logement, du logement public, du logement social. Est-ce que vous êtes prêts à investir dans du logement social? Parce qu'il faut absolument que les gens aient la paix en termes de la somme qu'ils sortent tous les mois de leurs revenus ne doit pas être de 40, 50 ou 60% de leurs revenus pour payer du logement. Voilà, la question est posée. Je suis Et désolé, la dernière, c'est l'enseignement, gratuité de l'enseignement dans l'enseignement obligatoire. Alors, le trio en même temps pendant la législature. Parce que les deux premiers points concernent le fédéral, concernent la région, donc le logement, l'accès au logement et puis la gratuité de l'enseignement. Monsieur Belot d'abord. Alors, dans les minima sociaux, qu'est-ce qui a été fait au cours des dernières années? Le revenu d'intégration a été augmenté à 7 reprises depuis l'arrivée de ce gouvernement. Par exemple, le revenu d'intégration a été augmenté de 72 € par mois pour passer à 900 et quelques euros. Ouais, on est au fédéral là. Est-ce qu'on peut se concentrer sur le logement? Mais on est encore à 300 € du seuil de pauvreté. Oui, madame, mais... Donc c'est très bien qu'il y ait un chemin qui soit pris, mais nous on demande plus et plus vite, parce que la population souffre. On est dans la population wallonne, c'est la même chose en Flandre, on est dans la population wallonne. Nous n'avons pas été aux affaires pendant 30 ans en Wallonie. Excusez-nous de nous dire, il y a un retard à rattraper, ce n'est pas en 2 ans qu'on va rattraper, un retard de 30 ans qui aurait dû être posé, notamment en Wallonie. Ok, mais vous voulez bien faire le plus grand pas la prochaine législature, c'est ça ma question. En matière de pension, qui avait les plus faibles pensions dans notre pays? Eh bien, c'était les indépendants. Il y a d'abord eu le premier rattrapage des pensions des indépendants sur les salariés, et les pensions des salariés et des indépendants, la pension minimum a tout de même été relevée de 130 € par mois, c'est-à-dire de plus de 10% par mois pour tous les minima. La troisième chose, en soins de santé, je rappelle tout de même l'étude, et ce n'est pas une étude gouvernementale, c'est une étude internationale, qui classe maintenant la Belgique comme étant la 5e d'accessibilité aux soins de santé. On vient de la 8e place en 2013. Moi, je parle des 25 à 26% de la population. Alors, est-ce qu'on peut se concentrer aussi, s'il vous plaît, sur la matière régionale, le logement et puis l'enseignement, s'il vous plaît, monsieur Belot. En ce qui concerne le logement, je vais laisser à mon collègue Gilles le soin d'y aller. Et en matière d'enseignement, il y a notamment une des règles aujourd'hui, c'est l'application des accords de la Saint-Boniface, que la majorité CDHPS ne met pas en œuvre, c'est-à-dire un enfant égale un enfant, parce que vous savez que les subsides de la communauté française vers les écoles de la communauté française, quand ils sont de 100, vers le libre, ils sont de 50, alors que souvent, ce sont ces écoles-là qui sont parfois confrontées à des publics. Des familles et des parents qui voudraient pouvoir mettre leurs enfants à l'école sans devoir sortir 3 € un jour, 4 l'autre, etc. Avoir des rentrées scolaires impossibles, avoir des voyages scolaires impayables, etc. Donc, est-ce que la communauté française, la Fédération Wallonie-Bruxelles, si vous êtes au pouvoir, se décide à dire on va mettre en œuvre une avancée sérieuse vers la gratuité scolaire. En particulier, vous parliez tout à l'heure des emplois en formation en alternance technique professionnelle. C'est là que ça coûte le plus cher, les études. Or, c'est souvent des jeunes et des enfants de ménage où on est moins argentés. Nous sommes prêts à le faire, mais depuis 30 ans, nous ne sommes pas dans ces responsabilités-là. Est-ce que vous êtes prêts pour la prochaine? Ce sont des partis qui se revendiquent à gauche et sociaux qui ont été à la manœuvre. Et nous... Moi, je peux donner un exemple dans ma commune, aller demander ce que nous avons fait dans l'enseignement fondamental par rapport à toutes les fournitures scolaires, c'est fourni gratuitement par la commune. Mais donc j'entends que le parti serait preneur. Eh bien voilà, la réponse est trouvée. Monsieur Mouillard, pour le logement, alors en Wallonie. Donc, on parle du logement public, si j'entends bien. Mais entre autres, en tout cas, massivement du logement public et dans toutes les communes pour avoir une solidarité wallonne. Tout à fait. Donc, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'à l'heure actuelle, notamment, il y a trop de logements qui existent, mais qui ne sont pas rénovés et donc qui sont non habitables. Ce qu'a fait Valérie Debu ici, depuis qu'elle est aux affaires, qu'elle a le logement dans ses attributions, elle a libéré plus de moyens, justement, pour pouvoir rénover rapidement ces logements, parce que dès qu'ils seront rénovés, évidemment, on pourra y mettre des locataires. Ça, c'est la première chose. Nous avions un système pour la création de logements qui est hyper compliqué. On appelle ça l'ancrage communal, les techniciens comprendront. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on décide de créer dans une commune du logement social et le moment où il est réellement réalisé, il y a parfois 10 ans
entre les deux étapes. Et ça, il faut absolument le raccourcir. De nouveau, Valérie Debu a travaillé là-dessus. Et ce que nous voudrions mettre en place dès la prochaine législature, si nous sommes aux affaires, c'est, en attendant que tout ça avance, c'est le chèque locatif. C'est de permettre, grâce à ce chèque, à des personnes qui en ont besoin, qui ont un accident de vie, de pouvoir trouver un logement, mais pas forcément dans le public, puisque là, il y a... Et alors, vous allez travailler aussi sur le plafonnement des loyers, parce qu'il ne faut pas que les propriétaires, évidemment, augmentent leur loyer et absorbent le chèque locatif qui sera attribué. Attendez, Donc il faut lier les deux. Non, je pense un simulateur qui est mis, mais qui n'a aucun caractère obligatoire. Qui n'a pas un caractère obligatoire. Et c'est bien comme ça. Et c'est bien comme ça, parce que quelqu'un qui est propriétaire et qui met en location un logement, je pense qu'il doit avoir une certaine liberté par rapport à ce qu'il demande. Et beaucoup des bailleurs, justement, sont raisonnables par rapport à cela. Et s'il y a le chèque logement, et nous l'appelons de nos voeux, je suis sûr que ça fonctionnera bien, sans pour autant devoir plafonner les loyers dans le privé. En tout cas, y prêter forte attention. Nous serons attentifs. Ils ont bien compris le message, Madame Milly. Alors, maintenant, le point de vue de Madame Persson, concernant aussi votre réalité au quotidien, quelles sont les questions que vous avez envie de poser aux candidats devant vous? Tout d'abord, c'est vrai que j'aurais envie de dire, par rapport à ce que j'ai déjà entendu depuis le début ici du débat, c'est que c'est important, vous dites que vous n'avez plus été au pouvoir depuis 30 ou 20 ans, que ce soit au niveau fédéral ou à la région. Oui, surtout à la région. Et donc j'ai envie d'insister sur le fait que vous êtes élu, ou si vous êtes encore élu, c'est qu'on a besoin, nous en tant que citoyens, et nous représentons dans l'associatif comme ça, que ce soit ma collègue ou moi, on représente quand même les 3/4 de la population qui sont le plus dans le besoin, ils sont en demande de services collectifs, de soutien et de mesures qui favorisent vraiment des avancées significatives pour les sortir tout simplement parfois de la tête hors de l'eau, et qui permettent de vivre décemment. Et donc là, j'ai envie aussi d'envoyer simplement un message aussi plutôt global vers votre composition politique, c'est davantage de concertation, d'écoute des besoins des personnes, parce que j'ai l'impression aussi de la première partie du débat, quand on vous dit que les gens sont dans la rue, rouspètent par rapport aux mesures qui sont prises par votre parti, votre composition politique, il y a toujours dans votre comportement, dans la façon dont vous réagissez, une sorte de mépris et de condescendance, et que nous, désolé, c'est un ressenti commun, et nous représentons quand même une bonne partie, une majorité même de la population. Je me répète, qui sont dans le besoin. Et donc, c'est important. Je pense aussi que peut-être que si vous êtes novice, en tout cas en tant que représentant de la majorité à la région wallonne, d'entendre aussi qu'on a besoin, nous, d'être entendus et qu'on ne sente pas, qu'on ne comprend pas vos mesures, qu'on ne comprend pas la teneur de vos propos. Là, je trouve qu'il y a aussi un curseur à remettre. Et on a une expertise en tant qu'association, en tant que citoyen, société civile, qui n'est pas indéniable. Alors, votre question, votre priorité, peut-être, par rapport au programme ? Ma question, je sais que ce n'est pas directement lié au pouvoir régional ou autre. Donc, c'est plutôt par rapport à la politique d'accueil de migration, puisque c'est une des thématiques qu'on avait dit on peut intervenir là-dessus. C'est qu'évidemment, la politique de migration, et ça, pour nous, la politique d'accueil, elle se fait à tous les niveaux, pas seulement au niveau fédéral, elle se fait aussi, de toute façon, concrètement, elle se fait à tous les niveaux. Ouais. Et pour nous, évidemment, la politique du MR, en l'occurrence, est désastreuse par rapport à cette politique de migration. Il y a un manque de proximité, d'intégration, de vivre ensemble. Quand je relisais encore votre programme ce week-end, je trouvais que c'était surtout du repli sur soi, de promouvoir de la haine. Globalement. Et donc, j'aurais envie de vous poser comme question, c'est par rapport à ces... Et ce n'est pas des préjugés, ce sont vraiment des propos que je reprends. Promouvoir de la haine. Promouvoir de la haine, parce que vous criminalisez aussi, le discours sur les migrants, il est criminalisé dans votre programme. Mais ça n'est pas vrai, selon Et donc, aujourd'hui, comment vous rectifiez... C'est quelle page dans le programme? Vous parlez de baisse de la criminalité en disant que, grâce à vos mesures drastiques contre l'immigration légale, il y a une baisse. On ne va pas savoir faire un débat sur ça, évidemment, mais la réponse, évidemment, du côté des maires. Et puis après, s'il vous plaît, on parle du climat, parce que nous, on a deux jeunes qui sont là, qui sont venus pour... Tout à fait, mais on nous interpelle... Oui, tout à fait, mais c'est pour ça que je vous dis, je vous donne la parole maintenant. D'abord, plusieurs choses. Je crois que les préjugés ne sont pas de ce côté-ci de la table, quand je vous entends, mais ils sont plutôt de votre fait. Et donc, le MR est un parti, d'abord, c'est le plus ancien parti démocratique de ce pays. C'est un parti qui a dans son ADN l'accueil des autres et l'accueil de la différence.
Et le vivre ensemble fait vraiment partie de notre ADN. Vous ne connaissez pas notre parti, donc c'est assez Voyez, quand je vous Non, disais non, la considération par rapport aux citoyens Oui, et laissez- votre écoute. Laissez répondre, sinon on n'y arrivera pas. Si on est là, c'est qu'on veut faire du bien aux Je gens. veux bien vous écouter, il faut aussi que les choses soient Je vous laisse pas dites. dire non plus Et n'importe quoi. non qu'au plus. niveau, par exemple, des mesures sociales, on a aussi souvent entendu, mais avec le MR, c'est pas le parti des petites gens, c'est pas le parti des pauvres, etc. Je crois que quand on a des portefeuilles sociaux, en fait, c'est à ce moment-là que les avancées sont les plus fortes. Ben, on ne les voit C'est pas. avec un Premier ministre Concrètement. libéral qui a eu les enveloppes bien-être. C'est avec un gouvernement avec un Premier ministre libéral qui a eu les aides à l'entrée ou à la rentrée scolaire dans les allocations familiales. Comment ça se fait que les inégalités sont les plus grandes C'est aujourd'hui avec moi, comme ministre des Indépendants, qu'enfin ils ont eu accès aux mêmes soins de santé que le reste de la population. Vous parlez des indépendants, C'est moi mais non. qui ai égalisé les allocations familiales. Et donc en matière sociale, on ne prône pas une mesure, mais on prône un panel de mesures. Et par rapport à l'accueil, nous sommes évidemment pour une politique d'asile, si des personnes connaissent des situations de conflit, etc., pour un accueil. Par contre, au niveau de la migration, il y a un certain nombre de règles à respecter. Et donc, par exemple, nous sommes très heureux en région wallonne qu'on ait enfin un parcours d'intégration. Parcours d'intégration parce que c'est très bien de dire, comme certains, venez tous, et puis on les laisse sur le côté. Nous, ce que nous souhaitons, c'est accueillir le mieux possible, mais ça veut dire de façon régulée, mais surtout faire en sorte qu'une fois qu'ils sont sur le territoire, ils puissent apprendre la langue dans laquelle ils vont devoir travailler, parce qu'on reste persuadé que la meilleure intégration possible, c'est notamment via les réseaux, via le voisinage, etc., mais aussi via l'emploi. Et que la meilleure lutte pour nous contre la pauvreté, c'est l'emploi. Bien, allez, Qualité on va... durable avec un revenu décent. Moi, je voudrais quand même dire ceci. 20 secondes, monsieur Belot. Je n'accepte pas vos propos insultants. C'est pas une insultant, insulte simplement. par Moi, rapport je ne fais que relater ce que je lis sur votre programme. Attendez, allez madame. aussi le relire. Et je constate aussi par les rapport manifestations au qui ont vécu eu que lieu nous, sont on- des manifestations qui ont été politiques et pas des manifestations sur le fond. Vous les avez menées aussi contre des élus de gauche, parce que les élus de gauche sont au pouvoir de la communauté française et l'ont été longtemps à la région wallonne. C'est un échec total au niveau région wallonne de 30 ans d'exercice par les partis de gauche d'une majorité. C'est un scandale d'avoir 25% de gens en dessous du seuil de Vous pauvreté. avez accentué cet échec depuis que vous êtes ah oui, à la et région. allez voir les minima sociaux. de toute façon, combien de toute façon, L'augmentation du salaire poche, qui n'avait jamais eu et lieu le au revenu au d'intégration, préalable. combien il a augmenté sous l'ancien gouvernement? excusez-moi, mais de toute façon, on n'arrivera pas à une conciliation des points de vue, c'est très clair. Je propose qu'on termine sur le climat. Des jeunes sont là avec nous, des jeunes descendent dans la rue depuis plusieurs semaines, et c'est un thème de campagne évidemment important. Alors, on a deux jeunes qui sont avec nous, Augustin notamment. Quelle est ta première question par rapport à la mobilisation et les premières réponses au niveau politique, au niveau climat? Quelle est ta réflexion, je dirais? Bien, on peut faire une grosse remarque là-dessus, c'est que ça fait maintenant plus de 3 mois que les jeunes se mobilisent tous les jeudis et toutes les semaines dans les rues. Je suis dans les rues depuis plus de 3 mois et aucune réponse, que ce soit de la part de votre parti, de la part de n'importe quel autre parti, aucune réponse claire, nette et précise ne nous a été proposée. Que ce soit par exemple à l'échec quant à la loi climat, pour certains c'est un pas de travers, pour certains c'était une aberrance cette loi climat. Un de nos objectifs principaux était que la question climatique entre en vigueur dans chaque projet, dans chaque loi, dans chaque réflexion, que ce soit au niveau fédéral, au niveau régional, à n'importe quel niveau de pouvoir, que la question climatique entre réellement dans les préoccupations du monde politique. Okay. Et on peut se rendre Votre compte aujourd'hui que ce n'est pas du tout le cas. Oui. Donc moi, simplement, je voudrais répondre à madame. En sortant, je lui donne Alors, ce petit montrez-le plus haut livret-là. peut-être, parce qu'on Voilà. ne voit pas la C'est caméra. pour ça que j'ai pu faire tous ces Enfin, constats que je vous ai ça dit renvoyés. exactement Mon le aveu n'a pas les contraire. mêmes lunettes, alors voilà. Attendez, Voilà, donc alors, au je niveau ne sais pas climat. comment vous savez lire. Voilà, pour le climat, il y a déjà beaucoup de solutions qui sont prises. J'ai moi-même été estimateur à la région wallonne pendant des années. Donc il faut savoir que la Belgique fait quelque chose pour le climat. Il y a déjà, on a ici programmé et on pousse beaucoup les éoliennes en offshore. Et d'ici 2020, ça vaudra 4 centrales nucléaires. Il y a encore, pour 2030, on va diminuer le taux d'obligation d'une autre énergie que les éoliennes. On arrivera à 20% de la consommation. Donc voilà, il y a quelque chose qui se fait petit à petit.
Ça, c'est au niveau des éoliennes, mais ce qui est fort important pour les individus, c'est qu'on va pousser un prêt zéro. Zéro, si vous voulez faire des travaux dans vos maisons, vous allez pouvoir emprunter, vous les jeunes, à des taux zéro, ce qui est magnifique, sans regarder les revenus des personnes, voilà, vous aurez taux zéro. La deuxième chose importante aussi, c'est qu'on va pousser à imposer les pollueurs. Donc, et à l'inverse... Les entreprises qui polluent. Entreprises, tout système polluant, que ce soit les véhicules, que ce soit... Mais pas les petites gens, j'espère. Ah ben, comme il y aura des prêts zéro... Les petites gens qui seront dans... Voilà, chaque citoyen aura son prêt zéro. Donc, si vous avez le courage de vous investir, eh ben, vous pourrez isoler convenablement votre logement, quitte à ce que ça vienne passif. Mais il ne faut pas affecter, il faut la justice sociale en même temps. Ah oui, je dis, c'est pour tout le monde. On est un individu égal à un individu, Madame qui soit noir, qui soit jaune, qui soit blanc, qui soit pauvre, qui soit riche. C'est les mêmes. À madame, et vous avez raison, il faut évidemment qu'on fasse excessivement attention. Je sais qu'un gouvernement précédent, on avait voulu, par exemple, prendre une mesure pour interdire le chauffage par le charbon, parce qu'on sait que c'est très polluant. Et puis, on était en gouvernement avec, je me rappelle, on avait discuté avec Loreton Collings. On s'est rendu compte, évidemment, assez vite que c'était généralement les plus fragiles qui se chauffaient par le charbon et que donc, d'un point de vue climatique, il fallait, évidemment, il aurait peut-être fallu prendre la mesure, mais d'un point de vue social, on a refusé de la prendre parce qu'on allait frapper les gens les plus fragilisés. Et donc, c'est ça aussi que l'EMR est prêt à faire. Alors, dernière petite question, messieurs, je rajoute une minute d'ailleurs au chrono pour qu'Amandine puisse parler. La pauvre Alain, depuis le début de l'émission, n'a pas encore pu s'exprimer. Alors, juste une question, peut-être une réflexion aux candidats en face, et puis on aura votre réponse. Oui, j'entends bien que vous avez des propositions à nous faire au niveau climatique, mais pour moi, pour chacune des propositions que vous avez à faire, enfin que vous proposez, il faut avoir un œil aussi sur le climat et que ce soit une priorité. Et j'aimerais savoir votre avis à propos de cela. Voilà, réponse. C'est Jean-Luc Cruc a mis ça dans le gouvernement wallon maintenant. Donc, toutes les mesures du gouvernement wallon devront avoir une analyse et une évaluation de l'impact de cette mesure-là sur les objectifs climatiques qui sont ambitieux au niveau belge. Voilà une réponse concrète. Monsieur Mouillard, rapidement. Oui, pardon. On voudrait aussi pousser beaucoup l'isolation des bâtiments publics. Essayer de les regrouper, donner à l'habitat les bâtiments inutiles dans des fonctions. Par exemple, dans ma commune, c'est épouvantable. On a 10-15 bâtiments qu'on pourrait regrouper en un et la donner justement à du bâtiment social ou à des privés qui voudraient s'investir aussi. Voilà. Donc le taux zéro et ceci est très bien. On voudrait aussi taxer ou réduire toutes les entreprises au niveau des impôts qui vont faire du bien à la planète. Mais Monsieur Mouillard, pour terminer. Un point quand même relativement important que vous devez comprendre, c'est qu'il faut garder l'équilibre, évidemment, entre toutes les réformes qui sont positives pour l'environnement, mais le coût qu'elles vont engendrer. Parce que si on fait tout de suite et qu'on divise le pouvoir d'achat par deux à cause de cela, parce que tout ça coûte évidemment très cher. Il n'y a personne ici autour de la table, évidemment, qui sera d'accord pour que ça arrive. Donc il faut garder ce subtil équilibre entre les réformes environnementales et climatiques et le coût que ça engendre pour pouvoir aller de l'avant d'un point de vue environnemental, mais ne pas impacter le pouvoir d'achat des citoyens. Ça, c'est évidemment quelque chose Très bien. évidemment Non, je suis désolé, je vous ai donné une minute supplémentaire. Il en reste d'ailleurs une de minute supplémentaire. C'est la minute qui est justement donnée au parti pour qu'il puisse se présenter aux téléspectateurs. C'est l'heure de la carte blanche. Merci beaucoup. Voilà, comme vous dites, c'est juste après la musique. Ça se passe là, madame. Les caméras sont là. Et donc, on vous donne l'antenne pendant une minute pour vous adresser aux téléspectateurs. Merci beaucoup. La Wallonie a besoin de simplicité, de liberté. Elle a besoin de plus de transparence et de plus de lisibilité. Nous voulons enfin mettre en place des mesures qui permettent à la Wallonie de se développer. Parce que nous sommes persuadés que c'est en se développant, en créant de la richesse, en créant du bien-être, en créant de l'emploi, qu'on assurera un meilleur bien-être à tous, mais qu'on pourra aussi lutter beaucoup plus efficacement contre les changements climatiques.
Nous voulons des politiques qui respectent et qui renforcent les libertés. Les libertés de travailler avec un service minimum au TEC, à la SNCB, avec la liberté d'inscrire son enfant dans l'école de son choix. Nous voulons des politiques qui accompagnent et qui ne sanctionnent pas d'un doigt moralisateur. Nous voulons aussi des politiques qui encouragent et qui exonèrent plutôt que taxer. Très bien. Merci. Voilà, l'exercice est respecté à la seconde près. Merci, Madame Laréelle. Merci à nos invités de nous avoir rejoints sur ce plateau. Bonne suite de campagne électorale à vous. Il nous reste une dernière partie dans cette émission. C'est l'heure à présent du débriefing. Le débriefing avec Jérémy Dedain, bonsoir. Bonsoir. Alors, débat tendu à certains moments sur une question, on pouvait s'en douter, sur la question migratoire. Que pensez-vous des grandes lignes de ce débat ? Effectivement, c'était un débat plus tendu entre les acteurs de la société civile ou les syndicats et les représentants du UMR. Ce n'est pas surprenant non plus. On connaît la position de ces acteurs sur l'axe gauche-droite. Donc il y a un clivage qui est clair. Peut-être un élément qui est intéressant, c'est justement une certaine clarté, pour une fois dans le jeu politique francophone, puisque le UMR était le seul parti représenté au sein du gouvernement fédéral. Donc il était non seulement seul, mais également dans un gouvernement qui était une coalition de centre-droite. Donc avec une politique également qui est relativement lisible. On sait que le poids des coalitions peut parfois justement d'une certaine manière provoquer une lisibilité moindre pour les électeurs. On ne sait plus qui est vraiment responsable de quoi, on a beaucoup de compromis. Là, ça a l'avantage, justement, pour ces élections, de se présenter avec un bilan, et les électeurs décideront de leur préférence à ce niveau. Alors, au niveau de la région Wallonne, le MR qui est arrivé aux affaires en cours de législature, suite au renversement de la précédente majorité, le MR qui a eu 1 an et demi, 2 ans pour faire ses preuves. Est-ce que vous pensez qu'il a fait ses preuves? Quel bilan tiré des libéraux à la tête de la région Wallonne? Mais tout d'abord, c'est important effectivement de remettre en perspective leur montée au pouvoir. Elle n'était pas attendue. On avait effectivement seulement 20 mois pour ce gouvernement pour s'activer. Donc c'est une période relativement courte, avec des élections communales qui s'installaient également au milieu de la législature. Donc c'était un contexte difficile. Il y a eu également beaucoup d'effets d'annonce et sans doute qu'il y aura un certain nombre de frustrations au sein du MR pour des dossiers phares qui n'ont pas justement être pu porter en raison de mobilisation sociale. Mais il y a également eu d'autres acquis, notamment en matière énergétique. Il y a quand même quelques petites victoires. Mais de manière générale, c'était une période assez courte pour pouvoir agir. Le MR, clairement candidat pour une prochaine majorité à la région Wallonne? Alors, le jeu politique en Wallonie, il est réellement ouvert. Pour la première fois, sans doute, aucun parti n'aura la main, et en particulier le Parti socialiste. Mais le MR va également se présenter aux électeurs selon les sondages, on le verra après le 26 mai, mais également en recul. Donc ça signifie que même des bipartites, donc ce qu'on pourrait imaginer comme entre les socialistes ou les libéraux, risque d'être court. Alors il y a d'autres possibilités, on parle aussi de jamaïcaine, bleu, orange, vert, ou au contraire peut-être rouge, bleu, vert. Donc ce qui est intéressant, c'est que les jeux sont réellement ouverts. Et si l'on suit les négociations qui se sont déroulées en 2014, peut-être que ça se passera vite à la région, peut-être qu'on attendra un accord plus global avec une symétrie au niveau fédéral, mais les jeux sont réellement ouverts et le MR, même en diminution, pourrait malgré tout être un allié possible dans les différentes configurations mathématiques. Très bien, merci en tout cas pour cette analyse et ces éclairages. Voilà, c'est la fin de cette émission. Prochain débat avec les prochains partis sur notre antenne sur Canal C dans les prochains jours. Merci de nous avoir suivis, excellente soirée et à bientôt.